Ed ora le riflessioni del direttore della Sala Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi, raccolte sempre dal nostro inviato Alessandro De Carolis. Io direi che è una giornata che è avvenuta in crescendo da un incontro più formale e ufficiale della mattina all'incontro nella chiesa, nella celebrazione con i confratelli nel sacerdozio e con i religiosi e le religiose, e poi questo incontro con le famiglie del pomeriggio, ma c'è stato in mezzo anche un altro piccolo incontro con i bambini di strada in una casa dove sono ospitati, estremamente significativo del suo amore per i poveri e del suo incontro con i più poveri dei poveri, che sono poi i bambini indifesi. Ma certamente nell'incontro con le famiglie si è notato tutto il calore e l'esperienza apostolica, pastorale di Papa Francesco, che sì, non riesce a stare, diciamo così, costretta da una lingua non sua, anche se con un discorso ben preparato e intenso. E quindi il Papa ha improvvisato alcuni pensieri, tra l'altro di grande rilievo. Ora, questo intervento mi sembra che si collochi con grande autorevolezza nel cammino sinodale che stiamo facendo. Attualità internazionale, giro di vite in Europa nell'ambito della lotta al terrorismo. Nelle ultime 24 ore sono stati compiuti almeno 27 arresti in diversi paesi del vecchio continente. Alzato il livello di allarme da parte delle intelligence occidentali. Intanto ieri, venerdì di preghiera, in molti paesi musulmani si sono svolte proteste contro le nuove vignette di Charlie Hebdo. 4 persone sono morte in Niger a seguito di violenti scontri. Il servizio di Marco Guerra. Francia, Belgio e Germania sono i paesi teatro dei blitz che hanno portato all'arresto di 27 persone collegate alla rete jihadista. Fra queste compare anche il complice di Hamedi Koulibaly, il terrorista che ha attaccato il negozio kosher a Parigi. Alcuni arrestati sono accusati di reclutamento, mentre il gruppo belga stava preparando il rapimento e la decapitazione di un importante personaggio. E sono proprio 2 jihadisti provenienti dal Belgio i terroristi fermati in Francia al valico del Frejus mentre si apprestavano a entrare in Italia. L'allerta sale infatti in tutti i paesi europei dove, secondo fonti dell'intelligence, potrebbero esserci almeno fino a 20 cellule jihadiste dormienti pronte ad agire con almeno 180 uomini. Si parla inoltre di minaccia imminente di attacchi in Belgio e in Olanda. Le autorità tedesche temono invece azioni a Berlino e Dresda. Preoccupato anche il premier Cameron, che parla di Gran Bretagna seriamente a rischio attentati. Intanto, malgrado le condanne di molte autorità religiose, in diversi paesi musulmani si sono registrate proteste contro la pubblicazione di Charlie Hebdo. In Niger, un centro culturale francese e 2 chiese sono state incendiate. Nelle violenze sono morti anche un agente e 3 dimostranti. Intanto il segretario di Stato americano John Kerry ieri a Parigi si è scusato con il presidente Hollande e con tutta la Francia per la mancata presenza degli Stati Uniti nella marcia contro il terrorismo dopo gli attentati islamici di Parigi. In un discorso in francese il capo della diplomazia americana ha subito manifestato la vicinanza e il dolore degli americani per quanto subito dai francesi. La Corte Penale Internazionale avvia un esame preliminare per un'eventuale inchiesta sui presunti crimini di guerra in Palestina e Israele definisce la decisione scandalosa. La procedura è stata avviata in seguito all'invio di un documento da parte dell'Autorità Nazionale Palestinese sulle occupazioni dei territori dal giugno del 2014. E in Terra Santa c'è stata una visita a pellegrinaggio conclusasi recentemente. Tra i partecipanti anche l'arcivescovo di Arezzo Cortona San Sepolcro, Monsignor Riccardo Fontana, che al microfono di Eugenio Bonanata si sofferma su ciò che ha visto a Gaza. Tutto distrutto. La gente che vive dentro le rovine, come nell'inferno dantesco, con situazioni di estrema povertà. Come possiamo aiutare in Terra Santa? Il vescovo di Oxford, entrando dentro la scuola cattolica, ha detto: possiamo aiutarvi, vi manca il cibo, vi manca i vestiti. Un ragazzo ha detto: l'unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno, purtroppo non potete darcela, vogliamo essere considerati uomini con dignità. Quanto è importante informare su ciò che succede in quelle città? È fondamentale. Nelle 8 ore in cui ho fatto la fila avanti il confine di Gaza è venuta una signora anziana ebrea, ha detto: che bello che i vescovi vanno a vedere quella povera gente che trattano così male. Andatevi a dire per favore che non tutti gli ebrei di Israele sono loro avversari. È da sperare che presto si riesca a trovare la via della pace. Oggi 17 gennaio la Chiesa ricorda Sant'Antonio Abate.
dalle parole di Papa Francesco. La potenza dell'amore di Dio faccia vincere nei cuori e negli avvenimenti il disegno di salvezza di Dio. Bene, l'informazione in lingua italiana termina qui, ci risentiamo alle 12 per ulteriori aggiornamenti sulla visita del Papa nelle Filippine. A voi tutti un grazie per l'attenzione da Giancarlo Lavella e da Giovanna Bove. Vous écoutez Radio Vatican, il est 8h15. Le pape François à Tacloban auprès des sinistrés du terrible typhon Haiyan de novembre 2013. Une messe émouvante avec eux, mais une célébration rapide. Cette étape du voyage aux Philippines a été écourtée à cause d'une tempête tropicale. Rapide, mais le pape y tenait. La région a vu mourir 7300 personnes dans un typhon qui a fait des millions de sinistrés donc en 2013. Le témoignage de sœur Sophie dans ce journal, elle s'était rendue sur place pour venir en aide aux survivants. Dans l'actualité internationale, les violences au Nigeria dénoncées par la communauté internationale. Le cardinal John Onayekan, archevêque d'Abuja, dénonce des crimes contre l'humanité et interpelle les autorités nigérianes. Nous irons aussi en Suisse, secoué par la décision de sa banque centrale de supprimer le cours plancher et les réactions dans le monde musulman après la une de Charlie Hebdo mercredi, des manifestations hier parfois violentes. Le journal, Antonino Gallofaro. Bonjour à toutes et à tous. 4 heures d'avance sur le programme, François a écourté son étape à Tacloban dans le sud des Philippines, épicentre du terrible typhon Haiyan de novembre 2013. La raison, l'approche d'une tempête tropicale. Le souverain pontife est rentré à Manille il y a un peu plus de 2 heures maintenant. Il était 13 heures sur place. La météo a contraint le pape à célébrer sur le tarmac de l'aéroport de Tacloban une messe aussi rapide qu'émouvante. Le temps fort, son homélie improvisée en espagnol. Antoine-Marie Isoard, directeur de l'agence Immédia, sur place pour Radio Vatican. Sur un immense terrain jouxtant l'aéroport de Tacloban, détruit le 8 novembre 2013, comme le reste de la ville, par le plus gros typhon connu à ce jour, le pape François a célébré la messe devant des centaines de milliers de fidèles de cette région centrale de l'archipel des Philippines. C'est couvert d'un poncho jaune, comme le reste des concélébrants et des fidèles, qu'il a présidé cette messe exceptionnellement poignante, accentuée par l'approche d'une tempête tropicale sur la région, sous une pluie battante et de fortes rafales de vent. Dès lors, le pape François s'est excusé de prononcer son homélie en espagnol pour laisser de côté le texte initialement prévu. Je vais vous faire une confidence, a-t-il lancé en parlant avec son cœur. Lorsque j'ai vu cette catastrophe depuis Rome, j'ai senti que je devais être ici. Et le pape d'aller au cœur du message. Je suis venu vous dire que Jésus est le Seigneur, que Jésus ne vous laisse pas tomber, s'est exclamé le pape, traduit en anglais par un prélat de la secrétaire d'État pour les fidèles. Le Christ est passé par toutes les calamités dont nous faisons l'expérience. Il est passé par toutes les épreuves, a poursuivi le pontife. Et c'est pour cela qu'il est capable de nous comprendre, il est capable de pleurer avec nous, de nous accompagner dans les moments les plus difficiles de la vie. Au pied de la croix se trouvait sa mère, a continué le pape, en invitant alors les fidèles à tenir la main de la Vierge et à l'appeler maman, comme un enfant lorsqu'il a peur et qu'il tient la main de sa mère. Puis le pape a prié en silence avec les fidèles par milliers, rassemblés sous la pluie. Au cœur de la messe, le pape a aussi embrassé plusieurs survivants du typhon, venus porter les offrandes. À la fin de la célébration, il a rendu grâce à Dieu, lui demandant en particulier de donner l'espérance aux fidèles. Et puis toujours abrité par un léger poncho jaune, le pape François a ensuite traversé la foule en papamobile, à peine abrité par un toit et une toile plastique. À Tacloban, Antoine-Marie Isoard, Radio Vatican. Toute l'étape aura été menée au pas de charge. Après la messe, François a quitté l'esplanade de l'aéroport pour se rendre à l'archevêché de Palau, distant de quelques kilomètres, où il a pris un repas avec 30 survivants du typhon. Sur la route, il a même pris le temps de s'arrêter une dizaine de minutes dans la maison d'une famille de pêcheurs. Après le déjeuner, le pape s'est rendu quelques instants à la cathédrale de Palau. Il a salué rapidement l'ensemble du clergé de la région qui l'attendait pour une rencontre, mais réduite à quelques instants vu justement les conditions météo très difficiles. En se rendant à Tacloban, le pape a répondu à l'appel de l'évêque de Palau, le diocèse le plus touché par le typhon Haiyan. François a ainsi souhaité réconforter les 15 millions de sinistrés par sa présence.
Il y a un peu plus d'un an, 7300 personnes étaient tuées, 500 000 maisons détruites. Sœur Sophie a tout vu de ses yeux aux Philippines depuis 17 ans. Elle est la fondatrice d'une mission dédiée aux jeunes en difficulté. Elle s'est rendue au plus vite sur place avec 14 membres de son équipe pour écouter les victimes des 2 centres d'évacuation et d'un village qui avait perdu un tiers de sa population, le village de Santa Cruz au bord de mer. Voilà ce qu'elle y a découvert. C'est la première fois que je voyais un tel désastre. Honnêtement, tout était vraiment dévasté dans tous les sens, surtout dans la région de Tanawan, là où il y a le village de Santa Cruz. Tout était vraiment réduit à néant. Nous étions tous sans voix au niveau de toute notre équipe. Là, j'ai bien vu dans mon équipe, ça a réveillé beaucoup d'insécurité, beaucoup de souffrance aussi, de crainte. Donc nous avons commencé à parler avec la maire du village, à découvrir la situation et puis à nous mettre à l'écoute des gens. Il y avait d'un côté les enfants avec lesquels nous faisions des dessins d'abord, et puis ensuite les enfants racontaient leurs dessins. Et c'est vrai qu'un mois après le drame, les gens avaient besoin de parler. Donc de plus en plus, des jeunes venaient par eux-mêmes nous demandant de pouvoir parler et de partager leur souffrance. Et puis d'un autre côté, nous avions donc tous les parents aussi qui étaient désemparés face à cette situation où tout était à recommencer. Nous étions tous en même temps admiratifs d'un tel courage et en même temps, nous partagions leur souffrance dans une telle détresse. Sœur Sophie, qui est venue en aide aux survivants du typhon Haiyan en 2013, interrogée par Marie Duhamel. Nouvelle violence. Au Nigeria, 5 personnes ont été tuées dans un attentat suicide dans une ville du nord-est du pays. Le kamikaze s'est fait exploser hier soir près d'un marché très fréquenté. L'attaque a aussi fait 11 blessés et n'a pas été revendiquée. Mais le Nigeria vit désormais au rythme des violentes exactions, notamment du groupe terroriste Boko Haram. Des centaines de femmes ont été kidnappées. Les morts se comptent difficilement, tant les informations des régions reculées du nord du pays peinent à nous parvenir. On évoque pour ce début d'année seulement jusqu'à des milliers de victimes, 20 000 personnes en fuite. Le cardinal John Onayekan, l'archevêque d'Abuja au Nigeria, dénonce des crimes contre l'humanité et interpelle les autorités nigérianes. Il s'agit d'un groupe qui commet des crimes graves contre l'humanité. Alors la situation est grave. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'il semble que notre gouvernement et les autorités nigériennes ne voient les choses pas assez clairement. Selon moi, c'est une incapacité coupable. Le président et tous ces gens qui nous gouvernent, c'est terrible qu'ils pourraient dormir en paix quand le pays est dans cette situation ici. Ceux qui nous gouvernent, ils continuent à faire des fêtes et à vivre comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il y a beaucoup d'argent. Ce qui manque, c'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Vous souhaiteriez une mobilisation internationale comme cela a été le cas ces derniers jours après les attaques en France? Il ne semble pas qu'il y a une mobilisation totale de toutes les forces politiques de notre pays nigérien. La mobilisation internationale à Paris, c'est pour soutenir la mobilisation française qui était claire. Malheureusement, la mobilisation nigérienne n'est pas claire. Et je le dis avec beaucoup de peine. Le cardinal Onayekan avec Hélène Détombe. Paris et Washington dénoncent aussi des crimes contre l'humanité. Le secrétaire d'État américain John Kerry parle de massacres atroces d'innocents. Le chef de la diplomatie américaine qui a partagé hier la douleur des Français plus d'une semaine après l'attentat contre le journal Charlie Hebdo et de prise d'otages qui s'était soldée par la mort de 17 personnes lors de la marche dimanche à Paris. Aucun représentant américain n'était présent. Cette absence remarquée était critiquée aux États-Unis. L'enquête progresse en France. 12 personnes ont été placées en garde à vue dans la région parisienne. Elles sont soupçonnées d'un possible soutien logistique aux tueurs dans la tuerie de Charlie Hebdo. Donc, pendant ce temps, le journal satirique provoque de nombreuses réactions dans le monde musulman. Dans de nombreux pays, des milliers de personnes ont défilé hier à l'issue de la prière du vendredi pour dénoncer de nouvelles caricatures de Mahomet. Des manifestations parfois violentes pour crier leur colère contre une offense aux sentiments religieux après la une de Charlie Hebdo, qui représente le prophète tenant une pancarte « Je suis Charlie », Olivier Bonnel. Oui, les manifestants qui ont réagi avec force hier, avec ce sentiment partagé, celui d'être blessé dans ses convictions religieuses. La France doit respecter les sentiments d'1,5 milliard de musulmans qui n'accepteront jamais que leur prophète soit maltraité. C'est ce qu'a expliqué un Mauritanien qui était descendu dans la rue. Les protestations ont gagné de nombreux pays, à commencer par le Niger, où le centre culturel français a été incendié et 3 églises saccagées à Zinder, la 2e ville du pays. À Nouakchott et à Dakar, un drapeau
drapeaux français étaient brûlés en signe de protestation. Au Mali, plusieurs milliers de personnes ont dénoncé un affront à l'islam alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta avait manifesté dimanche à Paris. Mouvement de colère aussi, Antonino, à Alger où 2 à 3 000 personnes se sont retrouvées, mais aussi à Tunis, Khartoum, Istanbul, Karachi au Pakistan ou encore Istanbul, donc, où on a même scandé des slogans « Je suis Kouachi » en réponse à « Je suis Charlie ». La colère a aussi gagné l'esplanade des mosquées à Jérusalem où quelques centaines de Palestiniens ont crié leur indignation. Les responsables politiques, eux non plus, ne se sont pas murés dans le silence, avertissant contre le risque de jeter de l'huile sur le feu. Dès jeudi, le roi Abdallah II de Jordanie, qui avait participé dimanche à la marche de Paris, avait qualifié jeudi Charlie Hebdo d'irresponsable et d'inconscient. Olivier Bonnel, merci. La Suisse peine toujours à se remettre de la décision de la Banque nationale d'abolir le cours plancher d'1 franc 20 pour 1 euro. Cette politique du cours plancher avait été décidée en 2011 pour préserver l'économie suisse d'un franc trop fort, mais elle devenait difficile à maintenir plus longtemps. Selon Philippe Baguetta, professeur d'économie à HEC Lausanne, l'appréciation du franc suisse n'est pas une catastrophe, mais sa stabilisation dépendra en grande partie de la zone euro. C'est un effet vraiment spécifique à la Suisse. En fait, l'Union européenne est un concurrent de la Suisse, donc l'euro se dépréciant par rapport au franc suisse, c'est clair que les entreprises, par exemple allemandes, qui sont en concurrence avec les entreprises suisses, certaines entreprises vont gagner grâce à cette dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Un des problèmes, c'est le ralentissement de la zone euro. Si la zone euro reprend rapidement, je pense que les choses vont se stabiliser assez rapidement en Suisse. Si elle prend du temps, ça peut prendre 2-3 ans. Donc là, la Suisse dépend d'une certaine façon de toute la zone euro. Très fortement, oui. Le manque de croissance, l'instabilité, la crise de la dette affecte énormément la Suisse et c'est à cause de ces problèmes que la Suisse a dû imposer ce taux plancher, que la Suisse maintenant a dû lâcher. Non, elle est complètement influencée par ces développements. Propos recueillis par Fanny Chéroux. La décision de la Cour pénale internationale d'ouvrir un examen préliminaire avec une possible enquête sur des crimes de guerre présumés en Palestine. Il s'agit pour les États-Unis d'une ironie tragique alors qu'Israël juge ces décisions scandaleuses qu'il rejette. On espère que Genève ne va pas être porte-malheur comme ça a été le cas pour la Syrie, puisque depuis Genève et Genève 2, la situation s'est empirée. Sur le principe, l'idée est bonne, c'est-à-dire qu'un gouvernement d'union nationale qui sera un gouvernement inclusif. Le problème, c'est que ce gouvernement... Excusez-moi ce problème technique. Il s'agissait de l'interview sur la Libye. Donc la Libye qui a trouvé un accord vendredi à Genève après 2 jours de discussion. Toutes les parties en présence sont appelées à l'arrêt des hostilités pour créer un environnement positif pour le dialogue. Pour Azni Abidi, le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève, si l'idée d'un gouvernement d'unité est bonne, il émet quelques réserves. On écoute justement cette interview. On espère que Genève ne va pas être porte-malheur comme ça a été le cas pour la Syrie, puisque depuis Genève et Genève 2, la situation s'est empirée. Sur le principe, l'idée est bonne, c'est-à-dire qu'un gouvernement d'union nationale qui sera un gouvernement inclusif. Le problème, c'est que ce gouvernement n'a pas pris la mesure de l'intérêt et de l'accord d'une partie importante de la Libye, celle du gouvernement de M. Omar Hassi, de son parlement qui, certes, en fin de vie, mais qui a été validé par la Cour constitutionnelle et qui gère une bonne partie du territoire libyen. Donc on a l'impression que l'idée elle est bonne, mais ceux qui sont présents à Genève n'ont pas tous la représentativité, sans oublier bien sûr que Fajr libyen, donc l'aube de la Libye, entité politique et militaire, refuse tout accord émanant de la réunion de Genève. Le problème de la Libye, c'est encore une fois la précipitation, à mon avis, de son envoyé spécial de M. Bernardino Leon, d'organiser une réunion coûte que coûte, puisqu'il y avait une déception de ne pas pouvoir l'organiser à la date annoncée, c'était début janvier. Aujourd'hui, il a fait une réunion par défaut, qui n'a pas réussi quand même à faire participer tout le monde. C'est une décision importante, mais c'est une décision qui a besoin d'être vérifiée sur les terrains, qui a besoin du soutien surtout de certains pays étrangers qui ont une grande influence sur toutes les parties. Et je pense bien sûr à l'Algérie, je pense à l'Égypte, je pense aussi à certains pays du Golfe, et évidemment aussi à la France et la Grande-Bretagne. La Libye, c'est aujourd'hui une vraie poudrière aux portes de l'Europe et au nord de l'Afrique. Il faut constater que ce qui a réveillé la communauté internationale, les Nations Unies, certains pays européens, notamment la France, c'est plutôt la peur de voir la Libye devenir un deuxième sanctuaire pour les terroristes et pour les djihadistes, soit à l'est, soit au sud. Il
Ce qui fait peur à l'Occident, bien sûr, c'est ce transfert facile, cette circulation des armes et cette circulation aussi des djihadistes qui pourraient menacer vraiment la sécurité de certains pays comme le Tchad, le Niger et le Mali. Ce sont des pays extrêmement importants sur le plan géopolitique et économique pour la France, alors qu'il fallait s'intéresser. Et ça, c'était le grand défaut, je dirais même le syndrome, en tout cas libyen. Il fallait s'intéresser à la situation libyenne tout de suite après la chute de Kadhafi, c'est-à-dire assurer un accompagnement politique et institutionnel. Aujourd'hui, on voit bien que la Libye est livrée à elle-même et elle devient une menace, un danger pour elle-même et pour tous ses pays voisins. Interrogé par Jean-Baptiste Cocagne, Azni Abidi était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Excellente journée à toutes et à tous. Pour plus d'informations, retrouvez Radio Vatican sur Internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Vatican Radio World News. In the headlines this Saturday morning, on the second full day of Pope Francis's apostolic visit to the Philippines, stormy weather forces the Pope to change his planned activities in Tacloban and fly back to Manila early. But at Mass, before flying out, Pope Francis offers words of consolation to the survivors of the typhoon, which killed close to 7,000 people. And in international headlines, Belgium and France remain on high alert over terrorism threats. Good morning, I'm Laura Yarachi. And I'm Andrew Summerson. The second day of Pope Francis's apostolic visit to the Philippines was marked by an unexpected change to his schedule when stormy weather cut short his visit to the city of Tacloban. Pope Francis had planned to visit Tacloban on the island of Leyte to show solidarity with the people there who continue to rebuild their lives after the devastating typhoon Haiyan struck the island in 2013, killing about 7,000 people and displacing another 4 million. The Pope's day in Tacloban was to include Mass, a lunch with survivors of the typhoon, a visit to the Center for the Poor, and a meeting with the clergy, religious, and other typhoon survivors in the cathedral there. Despite the strong winds and rain, the Pope went ahead with the morning Mass. About 500,000 people attended. But the storm, which was expected to hit the island in the afternoon, anticipated the Pope's return to Manila by about 4 hours. The director of Vatican Radio's English section, Sean Patrick Lovett, is in the Philippines following the Pope's visit. He filed this report. In the Philippines, it never rains, it pours. And in Tacloban, it storms. It was here that on November 8, 2013, the 6-meter-high waves generated by Super Typhoon Yolanda, the strongest storm ever recorded on Earth, smashed into the homes and lives of thousands of people, leaving behind death, destruction, tragedy, and loss. And it was here, at Ground Zero, that Pope Francis chose to come in the driving wind and rain, despite last-minute warnings to call off the visit entirely. Not that the local survivors ever doubted he would come. Protected only by flimsy yellow raincoats, umbrellas were forbidden for security reasons, many of them started lining up outside the Mass site as early as yesterday afternoon. As a simple gesture of solidarity, the Pope himself wore the same yellow raincoat for the rest of the time he was here. But it was what he said and left unsaid that went straight to the hearts of those present. Once again, Pope Francis departed from his prepared homily, this time altogether, in order to speak heart to heart, and his message was simple. Even amidst the greatest challenges and tragedies, Jesus never lets us down. He walks with us in the most difficult moments of life. Jesús pasó primero. Because Jesus has been there before us. En su pasión, Él asumió todos nuestros dolores. In his passion, he assumed all our pain. Most touching, though, were the passages when the Pope admitted that he himself was without words. So many of you have lost everything, he said. I don't know what to say to you, but the Lord does. Some of you have lost part of your families. All I can do is keep silence and walk with you, all with my silent heart. Many of you have asked, why, Lord? And to each of you,
to your heart, Christ responds with his heart from the cross. I have no more words for you. The fact is, he didn't need any. The testimony of his presence among them was enough. The Pope also had no more time. Shortly after Mass, he was told his plane would have to leave almost immediately because weather conditions over the area were intensifying and would soon make takeoff impossible. But Pope Francis was determined not to disappoint. He knew perfectly well that people had traveled hundreds of miles and waited for hours in the rain to see him. So, skipping lunch, he did meet survivors and victims' families in the Archbishop's house, and then went straight to the cathedral, where he stopped just long enough to explain why he had to leave in such a hurry, and to give his blessing. When he did leave, it was with a clear message from the people of Tacloban themselves. They are ready to move on. Inspired, consoled, encouraged by his being among them, they are picking up the pieces and rebuilding their towns and their lives. One of those pieces is a battered brass trombone. I wonder if you heard it being played during the papal Mass. It belongs to 20-year-old Gibson Pineda, and it's the only thing he was able to save when the typhoon swept away his house, friends, and family. He calls it his most precious possession. It's also his only possession. Finally, another sign of the lasting effect of the Pope Francis' visit to Tacloban is the fact that over the past 48 hours, 6 newborn babies, boys and girls, have been given his name. And I have no doubt that number will increase exponentially over the next few days. With the Pope in the Philippines, I'm Sean Patrick Lovett. As mentioned earlier, the Pope left Tacloban 4 hours early. He arrived in Manila about 1 hour ago. The Pope will this afternoon rest in the Apostolic Nunciature and plan for a big day tomorrow. Recapping the main event of the Pope's day in Manila yesterday, he met with the Filipino president and diplomats and celebrated Mass. In the afternoon, he met with families in the principal sports arena, saying the Philippines needs holy and loving families to protect the beauty and truth of the family in God's plan. The scriptures seldom speak on St. Joseph, but when they do, we often find him resting as an angel reveals God's will to him in his dream. In the Gospel passage we have just heard, we find Joseph resting not once, but twice. This evening, I would like to rest in the Lord with all of you. I need to rest in the Lord with the families. Today, I rest with you, and I would like to reflect with you on the gifts of the family. Pope Francis is expected to return to Rome on Monday after another full day of activities in Manila tomorrow, including a meeting with youth and an open-air Mass, which hundreds of thousands of people are expected to attend. Be sure to follow the Pope's activities in the Philippines on our website at www.vaticanradio.org and on our Facebook page. In international news, protests and clashes continue over the most recent cover of the French magazine Charlie Hebdo, featuring a satirical image of the Prophet Muhammad. 4 people have been reported killed and dozens injured in a protest Friday in the West African country of Niger. The government of Niger, a former French colony, has banned the sale of Charlie Hebdo. Violent clashes were also reported between demonstrators and police in Pakistan, Jordan, and Algeria. Last week, terrorists stormed the offices of Charlie Hebdo in Paris, killing 12 people and wounding 11 others. Another 5 people were killed the following day in a Paris kosher supermarket. Europe is on high alert following anti-terror operations in several countries amid fears of more attacks after last week's killing in Belgium of 2 terrorist suspects in a police raid. Regional correspondent Stefan Boss reports the violence has also added to concern within Jewish communities. Belgium's army is now patrolling the streets in key areas, while anti-terror raids across Western Europe led to the detention of dozens of suspects. Anxiety has soared following last week's bloody spree in and around Paris that left 20 people dead, including the 3 gunmen. U.S. Secretary of State John Kerry visited the French capital to express his condolences and concern. I really wanted to come here and share a hug with all of Paris and
all of France. But officials warn more will be needed than a hug to halt terror attacks amid security fears about radicalized Islamic fighters returning from the battlefields of Syria, Iraq and Yemen. The head of police agency Europol, Rob Wainwright, fears up to 5,000 Muslim extremists in Europe are increasingly sophisticated. The diffuse nature of the network, the scale of the people involved makes this extremely difficult for even very well-functioning counter-terrorist agencies. French, German, Belgian and Irish police had at least 30 suspects behind bars on Friday, and in Brussels authorities said a dozen searches led to the seizure of 4 Kalashnikov assault rifles, handguns and explosives. Several police uniforms were also found, which Belgian authorities said suggested the plotters had intended to masquerade as police officers. Belgium plans to expand legislation to make traveling abroad with a terror goal a crime and allowing authorities to seize passports of people suspected of traveling to such areas. The attacks have added to concerns within Jewish communities. Several Jewish people say they are considering to leave Europe, where some 6 million Jews were killed during World War II. Authorities have, however, increased security around Jewish sites, including schools and synagogues. And French President François Hollande has warned his country will continue its crackdown on suspected terrorists. He says France is waging war against terrorism and will not halt its international military operations against Islamic extremists. Yet that has done little to ease concerns among Jewish and non-Jewish Europeans, especially in Western Europe, including Germany. A poll carried out this week in the wake of the Paris attacks for German television showed 70% of Germans fear an attack on the country by Islamic extremists, up 10 percentage points from a survey taken in September. For Vatican Radio, I am Stefan Bos, reporting. Flooding in Malawi has killed nearly 200 people and displaced at least 200,000 others. Homes and schools are submerged and roads have been washed away. Downriver in neighboring Mozambique, floodwaters have left at least 38 dead, displaced tens of thousands, and damaged the main roads linking the north and south of the country. 21 people are confirmed dead after a tugboat capsized off of eastern China. 3 people were rescued and 1 person remains missing. The tugboat's passengers included an international team on a test voyage. The United States will send several hundred trainers and support troops, including security teams, to military training sites in Turkey, Saudi Arabia, and Qatar to stem the terrorist activity in the region. The exact number of U.S. troops to be sent on the mission has not been finalized, but it could top 1,000. Indonesian officials said today that 5 foreigners and 1 Indonesian woman sentenced to death on drugs charges will be executed by a firing squad despite international pressure for clemency. Clemency requests were rejected by President Joko Widodo in December. Indonesia has an extremely strict drug policy and often executes smugglers. More than 138 people are on death row, mostly for drug crimes. About 1/3 of them are foreigners. And finally, the Obama administration eased travel restrictions and opened a wide range of new export opportunities with Cuba officially on Friday. The changes are the latest move to rebuild relations with Cuba. Today, Saturday, January the 17th, the Church remembers St. Anthony Abbot. And now these words from Pope Francis. The Holy Spirit brings unity to the Church, unity to faith, unity in love and in interior life. That brings us to the end of this edition of Vatican Radio World News. For more on these and other stories, you can go to our website at www.vaticanradio.org. You can also receive the latest on Pope Francis's trip to the Philippines by liking our Facebook page. Many thanks this morning go to Mara Gentili and to Silvio Anelli in studio. I'm Laura Urachi. And I'm Andrew Summerson. And from all of us here at Vatican Radio, have a very good day.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. And if I told her that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, and those who fear are lost. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Buongiorno, 8:48, Emanuela Campanile al microfono. Buongiorno, buona mattina Leopoldo D'Angelo alla console, a Patrizio Cipreri in regia. Oggi sabato 17 la Chiesa fa memoria di Sant'Antonio Abate. Mettiamo la marcia partendo ovviamente con il meteo. Radio Vaticana Italia. Tutto lo
il Meteo.it augura a tutti voi un buon weekend. Previsioni per sabato 17 gennaio 2015, molto nuvoloso con piogge al nord, al centro e poi anche al sud, neve copiosa sulle Alpi. Ecco il dettaglio elaborato da il Meteo.it. Al nord instabile un po' ovunque, con precipitazioni più diffuse su Alpi e Prealpi, più deboli e con schiarite sui settori di pianura. Al centro piogge su Toscana, Lazio, Sardegna, nord-occidentale, poi i fenomeni si concentrano sugli Appennini e Lazio meridionale, più soleggiati i versanti adriatici. Al sud iniziali condizioni di bel tempo, nel corso del pomeriggio giungono piogge in Campania, Puglia, centro settentrionale e Sicilia occidentale. Entro sera precipitazioni più diffuse un po' ovunque, i venti occidentali su gran parte dei bacini. Neve abbondante sulle Alpi al di sopra degli 800-1000 metri, ma con quote in calo dalla sera. Temperature minime in ulteriore aumento e con valori compresi tra i 4 e i 12 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno prevediamo invece 7-14 gradi al nord, 9-14 gradi al centro e fino a 18-19 gradi al sud. Carissimi, il Meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona giornata. Arrivederci. Radio Vaticana Italia, 105 FM. Buongiorno amore mio, questo mondo senza te non è credibile, ma un sorriso può cambiare tutto. L'amore che hai è grano che si muove fra le dita. Bene che ho è acqua sulla faccia, perché pretendo di più. Di un gesto semplice, di un modo facile, di amarsi senza più complicazioni. Voglio di più. C'è, perché niente come prima, niente come prima. E allora esco e prometto a me stesso di non essere triste, ma di vivere adesso. E allora riesco anche a perdermi in quello che c'è. Dimmi se mi ami o no, yeah. Dimmi se l'età che mi dai sono onde alte che vedi all'improvviso, l'età che non ho, quella che non ho vissuto.